Allez l'artiste, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de correction. On commence cette vidéo avec comme première image cette belle réalisation, donc cette belle peinture réalisée par Lynn. Ici donc on va corriger plusieurs dessins, on aura 2 dessins réalisés par Lynn et ensuite donc 3 voire 4 dessins de Mohamed. Donc je vous montre ici, on a donc 2 peintures. Aujourd'hui le thème c'est les animaux pour les réalisations de Lynn, et ensuite donc on a quelques dessins ici réalisés par Mohamed. Donc on a une planche de croquis, on a également ici un portrait, ici on a une maison, et enfin ici on a une pièce en perspective. Donc voilà, on va corriger un petit peu tous ces dessins. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous préciser que je viens de rajouter une page de dons. Je mets simplement le lien en description. Si vous souhaitez soutenir mon travail et donner un petit quelque chose, vous pouvez le faire grâce à ce lien. Je vous remercie d'avance pour votre soutien et votre générosité. Et du coup, on va commencer tout de suite la correction vidéo. On commence donc tout de suite cette correction vidéo avec le dessin de ligne. Que ce soit sur cette peinture ou sur la deuxième peinture que vous m'avez envoyée. Donc ces deux peintures n'ont vraiment pas grand chose à corriger. Pour le coup, au niveau des proportions, tout fonctionne bien, que ce soit pour le guépard ici et pour le cheval également. Les seules petites choses que je pourrais éventuellement vous encourager à faire pour aller encore un peu plus loin, ce serait peut-être de gérer un petit peu mieux au niveau des lumières. Donc je m'explique tout de suite. Alors, donc ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a quand même une lumière qui est traitée ici. Donc vous avez ici toute cette zone qui est assez sombre par rapport au reste, donc ça crée pas mal de volume. On voit également qu'on a des zones un peu plus lumineuses de ce côté-ci, on a des zones lumineuses ici et ici, etc. Donc voilà, on voit qu'on a quelques zones de lumière, mais malheureusement cela manque un petit peu de rondeur. Donc je ne sais pas exactement quelle photo de référence vous avez utilisé, mais il aurait peut-être fallu essayer de traiter avec une lumière peut-être un peu plus forte et un contraste un peu plus fort entre l'ombre et la lumière. Je vais vous donner un exemple ici. Voilà, je vais tout simplement passer votre dessin en noir et blanc. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir ici sur votre dessin. Je vais venir placer une zone complètement lumineuse, une zone sombre, comme ceci, d'accord. Je vais assombrir un petit peu tout votre dessin, hop, comme ceci. Et donc l'objectif ici, ce serait de faire ressortir davantage les zones qui vont recevoir de la lumière, d'accord. Par exemple ici, on peut marquer l'œil, on peut faire la même chose ici. Donc là, je regarde simplement une référence en même temps. Et donc sur cette référence, on voit bien qu'on a des zones qui vont être extrêmement éclairées et d'autres zones qui vont être un peu plus sombres. Et c'est ce contraste justement entre les parties sombres et les parties dans la lumière qui vont apporter davantage cette rondeur à l'animal. Donc du coup ici, par exemple, on a l'œil qui est illuminé ici, on a les poils qui ressortent de ce côté-là. Je vais utiliser voilà, ce brush ici. Vous voyez que du coup, en faisant ressortir davantage les zones qui sont dans la lumière et en apportant une ombre un peu plus forte sur les parties qui sont dans l'ombre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est renforcer le regard sur les parties lumineuses et créer encore plus de volume. Donc étant donné que ici nous est largement capable de bien représenter les choses, donc tout ce qui va manquer ici, c'est vraiment de créer cette belle impression de volume pour marquer encore plus la rondeur du guépard ici. Et ensuite on a comme ça la partie basse qui va être bien marquée ici.
On a l'ajout ici, donc tout cet espace, vous voyez ici, qui va être marqué également. Voilà, et ensuite le but ça va être de venir redonner encore de l'importance sur certaines zones en travaillant ensuite par-dessus. Vous voyez déjà ici, juste en allant que sur des zones précises, vous voyez que tout de suite on va concentrer la lumière à certains endroits et donc donner du volume au dessin. Hop, je vais juste enlever ici le noir et blanc. Je vais peut-être passer tout ça en produit pour qu'on voit un peu mieux, comme ceci, d'accord. Et ensuite je vais revenir ici avec du blanc pour marquer encore plus les zones qui m'intéressent. Vous voyez comme ça, je n'hésite pas ici également. Avoir une voilà ici plus lumineuse, marquer un peu les contours. Je vais peut-être marquer encore plus mes reflets ici. Les poils au niveau des yeux ici. On fait la même chose ici au niveau du front. On a une petite zone qui est sombre de ce côté-là. D'accord, oui, donc là je traite vraiment directement avec du blanc. Et ensuite on va faire ressortir les parties dont on a besoin ici. On a également ici les moustaches qui vont ressortir également. On a quelques poils et une zone blanche qui va être beaucoup plus marquée ici. Des poils qui vont ressortir encore plus de ce côté-là. Peut-être ici une ombre un peu plus importante. Vous voyez, je vais juste rajouter une ombre ici. Le but c'est vraiment de marquer la différence entre la partie dans l'ombre et de la lumière. Donc, plus on aura de contraste, plus on aura un effet de rondeur qui va apparaître. Et ensuite il va falloir travailler au niveau des dégradés. Vous voyez ici, hop. Et je peux faire la même chose avec les parties lumineuses. Vous voyez, on aura de la lumière comme ça qui va marquer sur ces zones-là. Et voilà.
Voilà pour cette partie. Donc du coup, ce que je veux vraiment vous montrer, Line, si je viens ici, je peux placer un élément tout noir comme ceci, par rapport à votre dessin, d'accord? Ce qu'il faut essayer de bien faire attention, c'est vraiment la volumétrie. Vous voyez par exemple ici au niveau de la joue, on a une certaine volumétrie comme ça. Et c'est donc la gestion entre les parties dans la lumière ici, donc la même chose ici, on a une belle volumétrie. Comme ceci. Ici vous avez bien représenté les narines avec donc, la forme comme ceci. Donc en regardant bien au niveau de la forme, vous voyez comme ça ici, on aura vraiment une zone. On aura vraiment toute une zone ici qui va recevoir la lumière et ensuite toute cette partie qui sera plutôt dans l'ombre. Voilà, il faut vraiment réfléchir à ces espaces-là. Vous voyez ici la séparation au niveau des mâchoires. Et on aura la lumière qui va taper ici et ici, comme ceci. Je vais matérialiser ici donc les zones qui vont être dans la lumière. Donc on voit bien ici. On a également au niveau du front, on a ici, vous voyez une belle courbure ici, et c'est vraiment cette partie qui va recevoir la lumière, et cette partie. Et voilà, d'accord? Donc voilà, il faut vraiment réfléchir de cette façon-là. Ici, je vais juste remonter un petit peu au niveau de la bouche, donc c'est là, ici c'est la forme que vous allez donner qui va montrer qu'on a donc la bouche qui va passer en avant ou en arrière. Donc ici on a cette forme comme ceci, et normalement on devrait avoir le début ici de la mâchoire, donc la partie inférieure, qui va commencer comme ceci. Voilà, et ensuite on aura donc cette partie qui va être éclairée. Et voilà. D'accord? Donc voilà, donc si on regarde en noir et blanc, vous voyez que du coup ici on a votre peinture qui a un aspect un peu plat par rapport à l'ombre et la lumière, donc on n'a pas trop de différence visible. Et le but justement, ça va être d'essayer comme ça de vraiment séparer les parties qui sont dans la lumière et les parties qui sont dans l'ombre. Et c'est vraiment cette séparation, plus vous allez jouer sur le contraste qui va se passer entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire que ici vous voyez, vous avez des zones très marquées par la lumière et des zones beaucoup plus sombres de l'autre côté, plus vous allez avoir vraiment cet effet de rondeur. Et si vous traitez les zones de manière uniforme, vous voyez au niveau du rendu ici, donc on voit que vous avez essayé ici de créer une zone un peu blanche par exemple, la même chose ici, sauf que du coup vous voyez qu'on n'a pas vraiment de différence entre la partie qui est ici, je peux appeler partie 2 par exemple, et la partie 1 ici, qui est un peu plus dans la lumière. Vous voyez qu'on a l'impression d'une certaine uniformité entre toutes les zones de votre dessin. Donc par exemple ici, le pelage qui est de ce côté-là, on voit que c'est un pelage qui va être plus ou moins de la même couleur, de la même valeur également. Donc vous voyez, on a un gris cohérent. Sauf que du coup, il va falloir que vous différenciez les parties du pelage de la même valeur qui sont dans l'ombre, donc partie 2, et les parties qui sont dans la lumière. Et on aura une différence de lumière comme ça. Et c'est cette différence de lumière, vous voyez ici, en traitant ici simplement des ombres, donc en assombrissant un petit peu votre dessin,
c'est là qu'on va retrouver une belle rondeur au niveau du rendu. D'accord? Voilà, hop, un petit avant-après. Bien entendu, il faut faire attention au niveau des ombres, donc pas trop aller sur des zones noires, plutôt essayer d'avoir des ombres colorées. Donc si on regarde ici par exemple, vous voyez, donc là j'ai utilisé un mode de fusion avec Photoshop, mais le principe en peinture ça va être la même. Vous voyez que j'ai pas utilisé par exemple la couleur de base qui est celle-ci, par exemple, vous voyez, la couleur de base qui est celle-ci, je vais pas forcément automatiquement descendre vers le noir, je vais rajouter un petit peu de rouge. Donc par exemple par rapport à ici, vous voyez que hop, ici on va ajouter un petit peu de rouge, donc dans la couleur on va ajouter un petit peu de rouge vers les ombres, et ensuite on va descendre un petit peu en luminosité. Donc ça va permettre d'avoir des couleurs assez vives et de ne pas perdre en qualité de couleur, donc par rapport à si on dégradait simplement en allant vers le noir. D'accord ? On continue donc avec ce second dessin de ligne. Ici, j'ai un petit peu la même remarque que pour le dessin précédent. Donc première chose déjà, donc attention ici au niveau de la photographie. Donc si vous souhaitez présenter vos images ou me les envoyer, essayez d'éviter d'avoir les reflets comme ça. Donc c'est un petit peu dommage par rapport à la qualité de votre peinture ici qui est très réussie. Donc du coup, donc comme je le disais ici, donc un peu la même remarque que pour le dessin précédent. On a un peu le même ton partout, on voit que du coup on a des zones qui sont d'un point de vue valeur ici. Donc si je passe là encore en noir et blanc, donc là si je passe en noir et blanc, on voit que du coup on a des valeurs différentes. On a ici par exemple, je vais mettre en rouge comme ça, donc on voit que ici on a des zones blanches, ici et ici, donc ce sont des caractéristiques du cheval. On a également ici harnais, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais voilà, on a les harnais ici qui sont d'une couleur un peu plus claire par exemple. On voit que la crinière ici est un peu plus foncée que le reste de la tête du cheval en lui-même. Cependant, on voit que du coup, la valeur qu'on a ici par exemple, je vais mettre en blanc, donc la valeur qu'on a ici et la valeur qu'on a ici est exactement la même. La valeur qu'on a ici est exactement la même, idem pour ce qui se trouve ici, etc. Au niveau du harnais, donc quand on regarde ce qui se passe sous le harnais ici, on voit qu'on a à peu près les mêmes valeurs également. Donc ce qui fait qu'on a un peu ce même effet que sur la peinture précédente, c'est-à-dire une sorte d'uniformité en termes de rendu. Ce qui fait qu'on ne ressent pas bien l'impression de rondeur et de volumétrie sur la tête du cheval. En revanche, par exemple, quand on regarde le corps du cheval en arrière ici, on voit qu'on a une zone bien sombre ici, donc ce qui fait qu'on sent bien cette rondeur que vous avez essayé de donner ici au niveau du corps du cheval, d'accord? On voit bien qu'on a une valeur un peu plus claire ici, on a une valeur beaucoup plus foncée ici, ce qui fait qu'on a cette impression de rondeur et ça fonctionne bien. On a un petit peu moins cette impression ici, c'est-à-dire que on sait que ici on devrait avoir une belle courbe. Ici, on voit que du coup on a une lumière qui est censée arriver du dessus. Vous avez commencé ici à peindre une petite zone de la lumière, mais du coup peut-être pour ressortir davantage la rondeur, il aurait fallu soit créer une ombre un peu plus foncée ici par exemple, d'accord? Ou faire en sorte que cette lumière justement elle aille un petit peu plus loin ici, vous voyez, comme ça, pour créer davantage cette impression de rondeur par exemple. Donc voilà, donc c'est, comme je disais, un petit peu la même remarque que précédemment. Donc ce que je vous aurais conseillé peut-être de faire ici, ce serait déjà de retravailler l'ombre par rapport au harnais. Ça va donner une belle indication concernant l'ombre le volume de la tête. Donc du coup, par exemple ici, je
peux travailler comme ça sur une ombre assez sombre, assez marquée, d'accord? Donc là on a une ombre projetée, donc le harnais va projeter une ombre qui va se dessiner ici au niveau du museau ici. Voilà, et cette ombre assez noire, donc on a moins de lumière qui va rentrer ici, d'accord? Hop, première chose, comme ça. Ensuite, justement, quand on a une ombre qui est marquée comme ici, ce qui peut être intéressant également, ce serait justement de faire un contraste très très fort entre la partie qui est dans l'ombre, donc l'ombre qui est du harnais ici, et le reste du museau par exemple. Ça va créer un contraste vraiment très très fort, et c'est ça qui va donner du volume. Donc par exemple ici, donc au niveau de la couleur, on va aller ici, sur une couleur comme ceci, et on va remonter un petit peu. Et là, vous voyez qu'on va créer vraiment ici une belle lumière de ce côté-là. On peut regarder un petit peu où est-ce qu'on va mettre les différentes lumières. On a par exemple ici au niveau des yeux, les différentes parties que vous avez commencé à marquer ici. Ici, ça va être la même chose par exemple. Au niveau du contour de l'œil. Et vous voyez que même si je rajoute un petit peu de lumière, il manque encore de contraste par rapport à l'ombre notamment. Donc il va falloir travailler vraiment sur la partie de l'ombre, sans aller, comme je le disais précédemment, donc sans aller vers les noirs, mais en essayant de privilégier donc des ombres assez colorées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va dessiner en extérieur notamment, on aura donc le ciel qui aura tendance à créer des reflets et à faire aller les éléments dans les tons bleus. Mais ce sera surtout les ombres qui vont prendre énormément de couleurs. D'accord, et on peut continuer ici, rajouter des belles lumières jusqu'ici. Voilà, et on va monter carrément en termes de lumière. Voilà, on aura des petites zones comme ça qui vont recevoir plus de lumière par endroit. Voilà, et donc ça créera des très beaux contrastes. On aura également l'œil qui va être très marqué ici. Le reflet au niveau des yeux qui va peut-être être moins important, et on aura une zone qui va devoir être beaucoup plus sombre. Donc je vais tout mettre en noir pour le moment, d'accord? On a un petit peu comme la paupière ici qui va se marquer également. Donc voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Je reviendrai sur le reflet un petit peu après. Voilà, et ensuite je peux ajouter un reflet. Ici, on a un reflet qui va être un peu coloré par exemple. Voilà, et on n'hésite pas au niveau des ombres à aller encore plus vers les tons foncés. D'accord, donc on aura des hiérarchies ici, avec des ombres très marquées. Notamment ici. Voilà, il ne faut pas hésiter également à remonter encore au niveau des lumières et à créer des ombres beaucoup plus sombres de l'autre côté. Donc par exemple ici, on va marquer le museau ici.
comme ceci. On peut marquer toute la partie droite du cheval et travailler davantage sur des reflets, des réflexions lumineuses par la suite. D'accord? Vous voyez, je vais toujours colorer un petit peu mes ombres. Je n'hésite pas comme ça à aller vraiment vers des ombres beaucoup plus sombres. Voilà, et on aura donc des zones qui vont récupérer la lumière, de ce côté-là par exemple. Et ensuite on aura des lumières un peu plus bleutées, hop, qui vont correspondre au reflet du ciel. Hop, et ces différentes lumières vont donner donc des reflets de l'autre côté. Et voilà. Je vais marquer un petit peu plus ici les parties de la lumière. Et voilà. Et ensuite, peut-être juste retravailler un petit peu au niveau de la lanière qui est ici et travailler sur une ombre. Comme ça, on aura peut-être la lanière qui va redescendre ici, donc du coup qui va être un peu plus dans l'ombre. Bien entendu, elle peut recevoir, ça dépend de la matière qu'on va utiliser, hop, mais elle peut recevoir un petit peu de reflets lumineux ici. Voilà, et à l'inverse, de l'autre côté, on va peut-être travailler davantage sur une partie de la lanière qui va être bien éclairée ici. Comme ça, et c'est de cette façon qu'on va obtenir un rendu de volume un peu plus intéressant. Comme ceci. Et ensuite, donc, du coup, ici, donc, essayez d'éviter d'utiliser, comme je disais, des blancs purs, sauf si vous avez vraiment des lumières très précises qui vont être amenées à des endroits particuliers. Donc, on essaie quand même d'éviter des blancs trop marqués. Voilà. Et enfin, donc ici, bon, on a surtout le reflet lumineux qui gâche un petit peu le rendu, mais bon, j'imagine qu'ici on est sur une valeur assez sombre. L'objectif ici, ça va être vraiment d'avoir une valeur beaucoup plus sombre. Là encore, pour marquer les contrastes entre donc le crâne, entre la tête du cheval et la crinière. Hop, donc voilà. Donc juste ajouter ici une valeur plus sombre.
Vous voyez tout de suite ça va créer un beau contraste et faire attention où sont les reflets. Donc ici ça va être un petit peu comme le dessin des cheveux, donc on aura pas mal de reflets qui vont se dessiner et il faudra essayer de visualiser en termes de ici en termes de surface. Par exemple ici on voit bien que hop, on a une belle surface qui est comme ça. On aura donc une certaine volumétrie ici et comme ça, et du coup on aura une lumière qui va se concentrer davantage ici par exemple ou ici. Donc voilà, ça va dépendre vraiment de la référence que vous avez utilisée et de la position de la lumière. De même pour le côté opposé ici, donc on aura la lumière qui va se concentrer ici, comme ça, et ensuite donc on aura la volumétrie qui va se dessiner plutôt comme ça. Et voilà, d'accord. Voilà. Ensuite, voilà, on aura certainement une ombre assez importante également ici à l'intérieur au niveau des oreilles, donc on n'hésite pas ici à utiliser également une valeur assez sombre. Juste marquer un tout petit peu de l'autre côté. Voilà. Une valeur sombre également en arrière ici. Pour le reste de la crinière, on peut marquer ici une belle différence avec le reste du cheval ici avec la crinière également. Voilà, toujours raisonner en termes de contraste. Et enfin ici, donc traiter un petit peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on aura en partie haute ici donc une valeur intermédiaire, une valeur lumineuse un petit peu comme vous avez fait ici en haut comme ceci, qui va se dégrader au fur et à mesure ici, et ensuite toujours traiter en termes d'ombre et de lumière, donc bien regarder où se situe l'ombre et ensuite créer un contraste suffisamment important pour avoir un beau rendu de volume. Vous voyez ici, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc on a ici une impression de volume. Il faut bien faire attention au volume et savoir où on va placer la lumière sur ce volume. Donc là en l'occurrence ça va être ici, comme ceci, et de l'autre côté on va faire pareil. Peut-être de l'autre côté on aura une ombre qui va se dessiner plutôt comme ceci et une lumière qui va être un peu plus courte en arrière et qui va marquer le contour des oreilles ici. Et voilà. Et ensuite, voilà, il faut peut-être pas hésiter à aller sur des ombres encore plus sombres en arrière-plan ici. Ça va peut-être vous aider à marquer encore plus les contrastes. Donc là, c'est un petit peu presque du dessin d'imagination, étant donné que peut-être que ça n'existe pas exactement sur votre référence photo par exemple, mais vous voyez le fait de marquer davantage en termes de valeur, ça crée un meilleur contraste avec l'avant du museau ici qui va ressortir davantage. Voilà. Ensuite, au niveau du harnais, il faut essayer de bien matérialiser les volumes. Donc je sais pas exactement comment ça se passe, mais du coup voilà, faut vraiment voir qu'est-ce qu'on a ici comme volume. On a peut-être ici une boucle sur cette partie, là on a peut-être une boucle et ensuite le harnais qui va monter comme ça. Hop, comme ceci. Donc ici on comprend pas bien le volume qui est donné ici, donc voilà, il faut peut-être essayer de vraiment faire un peu plus attention à ça, mais voilà, sinon dans l'ensemble on comprend quand même bien le dessin. Et donc comme je vous le disais, donc le plus important c'est vraiment de faire très attention à l'ombre, d'ajouter un maximum de contraste au niveau des ombres, donc d'aller sur des ombres peut-être un peu plus fortes ou sur des lumières un peu plus fortes, donc ça dépend de comment vous avez réalisé votre dessin. Mais vous voyez que si on fait un avant-après, vous voyez, on est beaucoup moins uniforme en termes d'ombre et de lumière.
le fait de rajouter vraiment des zones très très sombres ici, ça va permettre de marquer le volume, de créer une rondeur, comme toujours. Donc vous voyez, on a un peu plus cet effet de rondeur ici, et c'est ça qu'il va falloir aller chercher avec les ombres et la lumière. Donc bien choisir sa référence photo en fonction de l'ombre et de la lumière. Plus il y aura des lumières marquées, plus on aura cette belle impression de volume, et moins on aura cette lumière marquée, plus on aura l'impression d'un dessin un peu plus aplati. D'accord? Donc voilà un avant-après en termes de noir et blanc. Donc vous voyez l'ombre au niveau du harnais a une énorme importance et permet vraiment de donner cette rondeur à l'avant du museau. Et ensuite donc en couleur ici. Et voilà. Donc quoi qu'il en soit, comme je vous disais, vous avez de très bonnes proportions au niveau de votre dessin. Le tout maintenant, c'est peut-être d'être un petit peu plus subtil au niveau des jeux d'ombre et de lumière, et pour vraiment créer cette impression waouh avec du volume que vous allez donner à vos dessins. D'accord? On continue donc les corrections avec le dessin de Mohamed. Donc ici, il s'agit d'une planche de recherche. On dirait qu'il a été réalisé au stylo à billes. Donc ici, au niveau des croquis, donc ça fonctionne plutôt pas mal. On comprend assez bien les personnages. On a une perspective qui est plutôt bien respectée. Donc hop, on va voir un peu tout ça. Donc ici par exemple on a une perspective qu'on comprend plutôt bien, d'accord. Donc ici au niveau des bras ça fonctionne pas mal, peut-être à revoir un petit peu au niveau du dessin de la tête ici, mais sinon dans l'ensemble ça fonctionne bien. Ici c'est la même chose, donc on a les genoux qui sont bien alignés, au niveau des épaules c'est plutôt pas mal, au niveau des jambes c'est plutôt bien également. La même chose ici, donc voilà, pour moi, donc l'un des points forts ici, c'est que vraiment ça fonctionne plutôt bien au niveau de la perspective même des croquis que vous avez fait, donc du coup, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Deuxième bon point, c'est aussi au niveau des valeurs, donc on a par exemple ici, on comprend bien qu'on a une différence de valeur entre cette partie de la mouette qui est assez sombre et le reste de la mouette qui est plutôt lumineuse, enfin plutôt claire. Ensuite, pareil au niveau du bec, on a une différenciation au niveau des cheveux, ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, donc ici le croquis est plutôt bien réalisé également. Donc au niveau de la construction, je vois pas de grosses erreurs, peut-être juste à voir ici. Donc là, ça va vraiment dépendre du croquis que vous avez, enfin de la référence photo que vous avez utilisée. Donc voilà. Ce qui peut-être m'embête un petit peu, c'est plus au niveau des traits. Pas partout parce que par exemple ici on a des traits qui sont très intéressants, des différences de valeur dans les traits qui fonctionnent bien. On a des traits assez forts qui fonctionnent bien également par endroit ici. Hop, on a ici l'avant qui fonctionne bien. Et à d'autres moments on a des traits qui sont un petit peu saccadés comme ça. Donc hop, à revoir sur la vidéo que j'avais faite sur le dessin, comment dessiner au trait. Donc voilà, juste éviter comme ça des traits saccadés, essayer de privilégier peut-être des traits un peu plus longs, d'accord, et quitte à repasser plusieurs fois dessus, c'est pas grave. Donc par exemple si j'ai besoin de dessiner ici le buste, rien ne m'empêche comme ça de, vous voyez, donc de lancer des traits, même si je le relance plusieurs fois dessus, c'est pas grave, mais l'important c'est comme ça d'essayer de traiter peut-être avec des lignes un peu plus vivantes et de moins gérer en traits saccadés comme ça. Ça va vous éviter d'une part d'avoir des traits trop épais, d'avoir des traits beaucoup trop épais et voilà, et pas maîtriser, on va dire, la qualité de la ligne que vous êtes en train de faire. Et ensuite, vraiment, en fonction de ce que vous avez besoin, vous allez avoir des lignes qui vont être plus fortes. Par exemple, ici, si vous avez le t-shirt qui passe, le bras qui passe en avant ici, peut-être que ce bras, justement, devra avoir un contour un peu plus important. Donc voilà, on peut imaginer ici, on a le bras qui passe en avant, donc du coup, on va faire en sorte que ce bras-là, il sera
dessiner avec plus de force. Alors que on voit que la chemise qui est en arrière-plan aura beaucoup moins d'importance. Et du coup, on aura des traits qui vont être beaucoup plus légers. D'accord? Voilà, il faut essayer de raisonner un petit peu de cette façon-là, en termes de hiérarchie des traits. Deuxième point concernant la hiérarchie des traits, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va s'éloigner dans un dessin, moins on aura de détails, et plus nos traits vont devoir apparaître fins. Donc par exemple, le bras qui est en avant sera plus épais, le t-shirt qui est en arrière sera peut-être un peu moins épais, et ensuite, si on a le deuxième bras qu'on va dessiner ensuite, lui, il sera beaucoup plus fin. Et donc, vous avez mis des hachures comme ça fonctionne bien. Cependant, voilà, comme je vous disais, il faut vraiment faire très attention. Vous voyez, si je place des hachures, je vais essayer de faire en sorte que les hachures du fond soient le plus léger possible pour avoir une certaine hiérarchie dans le dessin. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je remarque sur ces différents croquis. Donc on a à chaque fois la jambe du fond, vous voyez ici, on a la jambe du fond qui est très marquée, presque autant que la jambe qui est au premier plan. Ici, ça va être la même chose. Ici, ça va être la même chose, ce qui fait qu'on ressent pas bien cette impression de profondeur. On a la perspective qui nous aide à voir en profondeur, donc ça c'est très bien. Par contre, on sent pas très bien la profondeur au niveau de ces nouvelles zones qui sont ici. Je vais juste, hop. Donc, je vais juste placer un calque au-dessus, ici, juste pour voir un petit peu au niveau de l'anatomie, par exemple ici. Donc par exemple l'anatomie ici, voilà, on a l'impression que peut-être que le buste est peut-être un peu trop grand. Après je sais pas, ça peut être le t-shirt qui donne cet effet-là. Mais par exemple par rapport au buste qui est ici, donc on sent bien le haut du corps avec la cage thoracique qui est ici. On a hop, le bassin qui est ici, d'accord? Le bassin qui est assez haut par rapport au reste du personnage. On a la position de la tête qui a une dimension qui est relativement correcte. La dimension des mains fonctionne bien aussi. Par contre, peut-être ici au niveau des jambes, on aurait peut-être envie que les jambes soient peut-être légèrement plus grandes. Hop. Donc on arrive peut-être sur les pieds qu'on va dessiner peut-être un peu plus bas ici. D'accord? Donc on a une légère impression que le buste est soit un peu trop grand par rapport au t-shirt, mais du coup on a un effet un peu bizarre par rapport au reste du corps. Donc voilà, il faut vraiment faire attention aux proportions. Essayer de bien vérifier si, donc sachant que j'ai une vidéo qui arrive bientôt également sur le sujet, mais au niveau des proportions du corps humain, donc il faut imaginer qu'on peut diviser le corps humain en 4 parties, comme ça. On aura donc, par rapport à ces 4 parties, on aura donc les genoux qui vont se dessiner ici, on aura le pubis qui va se dessiner ici. On aura ensuite ici, si on divise en 3 parties, on aura le haut, donc les clavicules qui vont se dessiner ici, avec le sternum comme ça. Hop, comme ceci. D'accord, donc au niveau des 4 parties, on a ici le pubis, ici les genoux, donc ici les pieds, bien entendu, et hop, ici, donc le sternum, le milieu du sternum généralement. Comme ça, on aura le bassin qui va se dessiner au-dessus, et ici, donc pour la dernière partie, on va diviser en 3 parties, on aura les clavicules et le reste de la tête qui va se dessiner ici, d'accord? Donc au niveau des dimensions, il faut essayer de faire attention à ça. Donc par exemple ici, si on prend la taille du buste qui est ici, on aura donc le sternum et le pubis qui est ici. Donc on voit que du coup, si on fait ça, on regarde, donc on aura les genoux ici et le pied qui est ici. Donc ça fonctionne presque bien, mais voilà, on aurait peut-être envie de descendre légèrement au niveau de la jambe. D'accord? Je vois également qu'au niveau du pied, on ressent pas bien l'impression de volume, on a plus l'impression comme ça d'une masse un peu blanche ici. Donc du coup, au niveau du dessin du pied, on peut simplifier ici le talon par exemple par une sphère, ou la cheville par une sphère par exemple, on peut mettre les deux, la cheville. Une fois qu'on a donc la cheville qui est ici, on peut imaginer que au niveau du pied,
on a une boîte comme ça qui va descendre ici, et ensuite on aura donc la partie au niveau des orteils. Donc la partie au niveau des orteils, si on regarde le pied en vue de haut, ici, on aura donc la forme de la naissance des orteils qui va s'organiser un petit peu comme ça, et du coup la forme des orteils qui va s'organiser également un peu comme ça. On aura le gros orteil ici, voilà, et le reste des orteils qui vont être de ce côté-là. Et ensuite vous voyez qu'on aura la cheville ici, et ensuite on aura le talon qui va dépasser légèrement, donc le talon aura tendance ici, donc on peut imaginer une sphère ici, et le talon aura tendance à dépasser un petit peu par rapport au reste de la cheville, donc ce que vous avez fait ici. Mais voilà, il faut juste faire attention au volume. Et par exemple ici, donc on aura la cheville de ce côté-là. Le pied qui va descendre comme ça. Et du coup, si on souhaite dessiner ici une savate par exemple, on imagine que la savate elle va comme ça et comme ça. Donc, du coup, les sandales, on va le mettre ici et de l'autre côté, comme ça. On aura donc une partie des orteils qui va se dessiner ici et le reste qui va se dessiner ici. Comme ça, et on aura donc le talon qui va dépasser un petit peu en arrière. Et ensuite, on aura en perspective ici, donc on imagine bien que hop, la savate elle va être dessinée au sol ici, d'accord. Donc voilà, comme à chaque fois, je simplifie, mais bon, après, on va pouvoir donner la forme dont on a besoin. Donc, si on a la forme comme ça, et ensuite, donc la savate aura tendance à s'arrondir un petit peu de ce côté-là, et comme ça. Et voilà, d'accord. Donc voilà, peut-être bien revoir un petit peu le dessin des pieds. Ici, c'est la même chose. Donc le pied, il est de profil ici. Il faut faire attention à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le volume de la cheville, le volume du talon, le volume de la cheville ici, hop, le volume du reste du pied ici. Ici, on aura le creux comme ceci, et ensuite on aura le gros orteil d'un côté et les petits orteils de l'autre. Comme ça. Cheville, le reste du pied, et ensuite donc le pied qui va être déposé au sol ici, et la savate qui va venir comme ça et comme ça, d'accord. Ensuite, donc on a ce personnage, on a l'impression qu'il penche un petit peu, donc il aurait peut-être juste fallu bien vérifier au niveau des appuis. Donc hop, par exemple ici, on voit qu'il tombe. Du coup, si on a un personnage qui tombe comme ça, on a tendance pour rattraper à bien positionner le pied un peu plus en avant, d'accord. Ou simplement à tout rebasculer un peu en arrière pour que le pied d'appui justement soit ce pied qui est ici. Et pour que ce pied d'appui fonctionne, il faut que la balance au niveau du reste du corps, vous voyez qu'il faut qu'on soit à minima vertical par rapport au reste du personnage. Donc ça veut dire que ici, si je reprends votre dessin avec la cage thoracique ici, si on veut placer le pied qui est en arrière ici au même endroit, comme ça, il va falloir faire en sorte que le deuxième pied soit vraiment un pied d'appui et que le corps soit bien droit ici. Donc, vous voyez donc la différence de décalage par rapport à votre personnage, donc pour éviter qu'il tombe un peu trop. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les dessins qui sont ici. Sinon le reste, comme je vous disais, ça fonctionne plutôt bien. Donc continuez comme ça à faire donc des croquis, ça peut être très intéressant. Au niveau du pied, donc c'est un peu les mêmes remarques à chaque fois. Il va peut-être falloir travailler un petit peu sur la perspective du pied. Donc par exemple ici, donc vous avez la direction du pied qui est ici. Hop, en perspective, donc ça donne quelque chose qui est comme ça. Hop, comme ceci, voilà. Et ensuite,
hop, il faut essayer de réfléchir comme on vient de voir, c'est-à-dire ici, cheville, voilà, il faut vraiment pas hésiter à simplifier, donc cheville, talon de ce côté-là, on va simplifier ici par une boîte, d'accord, cette boîte on va la placer en perspective, comme ça, et ensuite on a le reste des orteils qui sont ici, et ici. Et enfin, on peut imaginer ici, pour simplifier comme ça, donc, hop, un tube qui représente la position de la jambe qui est ici. Et vous voyez, hop, le fait de faire ça, ça va vous donner donc la direction de la perspective, ça va vous donner la position du pied. Et une fois que vous avez ces informations, rien ne vous empêche de venir redessiner par-dessus le pied que vous souhaitez réaliser ici. Voilà, et ici, donc si on a la savate qui est ici, et voilà, d'accord. Bien faire attention à la volumétrie même, volumétrie même du pied. Et si je viens trancher ici, vous voyez ici, on a bien cette forme comme ça. Il faut faire attention ici, comme ceci. On a la forme de la cheville qui est ici. Donc là, hop, si je vais un peu plus en détail, que je rajoute le... Hop, là, si on marque un peu cette cheville ici, comme ceci, vous voyez au niveau de la forme. On va toujours faire attention, hop, à la forme des choses. Et toujours placer les éléments en perspective. Donc, par exemple, placer dans une boîte, ça permet de simplifier. Donc, ici, on a une boîte qui reprend exactement la même perspective que la jambe qui est ici. On a le reste du pied qui va avancer comme ça vers l'avant. D'accord? Il faut réfléchir à la position de ces éléments. Ensuite, hop, on peut simplifier, comme je disais, par hop, ici, un tube, un rond pour la cheville, un carré ici, ou une boîte pour la position du pied, et ensuite donc on a le talon qui va dépasser légèrement en arrière, hop, ici, comme ceci. Et enfin, on a l'avant du pied, d'accord? Donc toujours réfléchir en perspective, en volume, et c'est ça qui va vous permettre comme ça d'aller beaucoup plus loin dans la réalisation de vos croquis. Deuxième dessin maintenant, donc il s'agit ici d'un portrait que vous avez réalisé. Donc ce que je vais faire ici, voir un petit peu au niveau de la construction même du visage. Donc on avait vu un petit peu dans les vidéos précédentes pour construire un visage, donc j'utilise assez souvent la méthode Loomis qui permet un petit peu de vérifier toutes les différentes proportions. Donc cette méthode est assez simple, on a donc une première sphère qui représente donc la forme du crâne. Sur cette sphère, on a deux parties de chaque côté qui va noter la position donc des yeux ici, donc la position des yeux de ce côté-là, d'accord. Une fois qu'on a la position des yeux, donc là, on va placer le centre pour pouvoir déterminer où sont les cheveux, où sont le nez et où sont la bouche et les yeux. Donc là, on a ici, normalement, on a en haut ici, donc la position des sourcils, comme vous avez fait ici. Normalement, la distance entre les sourcils et le bas du nez va représenter la distance entre le menton et le bas du nez. D'accord?
Donc là encore, ça va dépendre de la morphologie de référence photo ou de la personne que vous souhaitez dessiner. Ici, donc comme c'est un enfant, bien souvent, on a cette partie. Donc on a la partie qui est tout en bas ici, qui aura tendance à se comprimer un petit peu, donc à se raccourcir, d'accord, comme ceci. Donc voilà, ensuite dans la troisième partie ici, on a la position de la bouche. Donc ici on voit que vous avez bien dessiné la position de la bouche. Vous avez bien dessiné également la position des yeux, peut-être le menton qui est un petit peu trop court, mais là, on dirait qu'il s'agit d'un enfant, donc j'imagine que du coup son menton est peut-être un peu plus court, donc ça pose pas trop de soucis. Les sourcils sont bien dessinés, la distance des yeux en perspective, donc on voit qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal ici, donc ça fonctionne plutôt bien. La seule chose qui pour moi manquerait peut-être d'être un peu plus élargie, ce serait la position de l'oreille. Donc l'oreille, elle va commencer au niveau des yeux ici, c'est-à-dire dans l'alignement au niveau des yeux ici, et ensuite elle va arriver jusqu'à la hauteur de la naissance du nez. Donc, ce qui fait que généralement l'oreille aura plutôt cette dimension là par rapport à ce que vous avez dessiné ici. Et ensuite, donc du coup, on a le cou qui est ici, hop, les muscles du cou qui descendent vers la clavicule, hop, qui sont tout en bas ici, comme ceci, et les épaules que vous avez bien représentées de chaque côté. Et ensuite, donc la hauteur des cheveux qui va être plutôt ici, et là juste bien faire attention, donc il faut comprendre que si on regarde de profil, si on regarde donc un crâne de profil, donc on a la partie du cercle que j'ai dessiné de chaque côté, et le crâne en fait il va aller vraiment en arrière par rapport à cette partie là, c'est-à-dire par rapport à l'oreille, le crâne il va continuer en arrière, et ensuite la mâchoire va descendre ici, et le cou hop, aura tendance comme ça à se placer en arrière des oreilles également, d'accord. Si on regarde au niveau de votre dessin, donc du coup je vais descendre tout ça, hop, comme ceci. Si on regarde au niveau de votre dessin, donc comme je vous disais, on a déjà les oreilles qui sont peut-être un peu trop petites, donc on va essayer de les agrandir un peu. Comme ceci, donc je vais reprendre un petit peu la forme des oreilles que vous avez dessinées ici. Hop, donc voilà. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que le crâne ici, il faut bien faire attention à ce que le crâne aille un petit peu plus loin. Donc là encore, ça va dépendre de l'angle de vue que vous avez par rapport au visage que vous dessinez. Mais il faut bien comprendre que le crâne, il va commencer, il va vraiment être derrière l'oreille. Et il va aller beaucoup plus loin derrière l'oreille. Donc il faut vraiment donner cette épaisseur. Et ici on voit que du coup vous avez une épaisseur qui est un petit peu trop courte, donc il va falloir donner un petit peu plus d'ampleur au niveau du reste du crâne. Donc voilà. Au niveau des yeux, on est plutôt pas mal, donc bien faire attention. Donc pour le dessin des yeux, ici, donc si je reprends plus ou moins la forme que vous avez, donc quand on va dessiner les yeux, généralement on aura hop, donc trois parties. Ici, on aura hop, comme ça trois parties, partie 1, partie 2, peut-être l'inverse plutôt, 1, 2 et 3 ici, d'accord. Et ensuite en partie basse, on aura donc l'œil, le point qui est ici qui va être beaucoup plus proche ici, et ensuite l'œil aura tendance à avoir plutôt cette forme. C'est-à-dire qu'en haut on va diviser en trois parties, et en bas on va diviser en deux parties, comme ceci, d'accord. Donc du coup bien représenter cette forme au niveau de l'œil. Et aussi on avait vu sur la vidéo où je montrais comment dessiner un œil que du coup on va venir dessiner sur une surface courbe. Ce qui fait que ici, donc quand on va dessiner un œil comme ceci, d'accord, donc on verra une toute petite épaisseur en haut, et généralement on aura les sourcils qui sont au-dessus, donc du coup on aura une valeur un peu plus sombre, et ensuite quand on va redescendre de l'autre côté ici, hop, comme ceci, on aura une épaisseur également à traiter ici. Donc il faut bien faire attention ici à l'épaisseur au niveau de l'œil, comme ceci. D'accord. Voilà. Comme ceci, et on aura également une épaisseur en partie basse, donc on voit que vous avez laissé une petite ligne ici, donc ça fonctionne bien. Hop, comme ceci, et comme ceci.
Et de l'autre côté, ça va être la même chose. Sauf que du coup, on est de l'autre côté, donc on verra rien. Donc si je reprends la sphère qu'on a ici, donc de l'autre côté, ça va être l'inverse. Donc on verra pas ce qui se passe de ce côté-là, mais on verra un peu plus ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on aura comme ça les sourcils qui vont être au-dessus. On voit un petit peu l'épaisseur qui dépasse ici. Donc, du coup, on aura comme ça. On verra un petit peu plus l'épaisseur qu'on a de l'autre côté comme ça. Et comme ça. Et ensuite, quand on va dessiner à l'intérieur l'iris, ici, il faut comprendre qu'on a donc la pupille. On aura bien souvent un reflet qui va se dessiner, un petit peu comme vous avez fait ici, donc un reflet qui va se dessiner. La pupille aura tendance toujours à être très très sombre. On aura généralement, si, donc par exemple ici vous avez une lumière qui arrive d'en haut, on aura bien généralement une ombre qui va se dessiner comme ça sur le haut de l'œil, et cette ombre aura tendance à se fondre avec donc, la couleur sombre de la pupille. Et ensuite on aura le reste de l'œil où on va vraiment traiter l'iris ici. Donc là ça va dépendre c'est ce qui va donner la couleur des yeux. Donc du coup si vous avez des yeux clairs, on aura un iris qui va être assez clair. Et ensuite si vous avez des yeux un peu plus foncés, donc on aura ici une apparence beaucoup plus sombre. Mais bien souvent on verra toujours la pupille au milieu. Donc, du coup il va toujours faire attention, il faudra toujours faire attention à ce que on voit la différence avec la pupille au milieu. Pas complètement, mais voilà, au moins un tout petit peu. Et avoir cette ombre au-dessus. Donc voilà. Sinon ensuite pour le reste, pour le nez ça fonctionne plutôt bien. La bouche peut-être il va falloir la ramener un tout petit peu. Donc là le dessin de la bouche, donc il faut imaginer que quand on va dessiner sur un crâne, donc si je le représente ici, donc la mâchoire, quand on va dessiner, on aura au niveau du crâne comme ça. On aura donc le nez, la naissance du nez ici, comme ça. Et quand on regarde la mâchoire, il faut vraiment comprendre que la mâchoire, elle est courbe. Donc les dents sont placées de manière assez courbe, comme ça. Et comme ça, d'accord? Et donc là, ici, on ne ressent pas très bien donc cet effet de courbure ici. Normalement, elle doit se ressentir surtout au niveau du creux de la bouche qui est ici, d'accord? Donc ça veut dire que quand on va dessiner une bouche qui est ici, donc il faut imaginer, donc là avec la perspective que vous avez ici, donc il faut imaginer comme ça qu'on ait deux formes, comme un papillon qui ouvre ses ailes si on veut, donc on a deux formes comme ça, deux courbes qui vont se dessiner ici. Et ce qui fait que le trait qui est ici par rapport à une bouche qu'on va dessiner de face, donc si on vient dessiner la bouche de face comme ça, ce trait paraîtra un peu plus long, comme ça et comme ça, d'accord? Ce trait paraît pas un peu plus long. Si par contre on vient en perspective, ce trait, d'accord? Donc si je l'aligne ici, ce trait sera beaucoup plus court. Ici. Et ce qui fait que ici, il faut regarder par rapport à la position du nez. Donc si on regarde le nez qui est ici et ici, il faut que le creux au niveau de la bouche soit ici, comme ceci. Et ce qui fait que quand on va dessiner donc la bouche ici et ici, il faudra prendre en compte ce creux qui est ici. Comme ça. Donc on va devoir remonter un tout petit peu ici. Et ensuite, donc on aura la forme de la bouche de ce côté-là. D'accord? Il faudra bien faire attention à ça. Donc, vous voyez ici, hop, il faudra remonter un tout petit peu. Et on peut également ici, donc là, si on a un sourire, on peut remonter un tout petit peu de ce côté-là. Donc si on a un sourire, on va remonter davantage. Le côté qu'on a besoin. Donc voilà. D'accord? Donc voilà. Et ensuite on a les creux ici au niveau
vue dessus de l'œil. Donc on avait bien vu qu'au niveau de la paupière comme ça, hop, on a la paupière qui vient se placer au-dessus, et ensuite on a un creux comme ça qui va se dessiner. Donc voilà. Voilà. Hop. Ensuite, petite remarque, ce serait par rapport à la taille de la main. Donc il faut se dire que normalement une main, si on met sa main, si on met le côté de la main ici par rapport au milieu du visage, il faut se dire que normalement la main elle va à peu près être à la largeur du visage ici. Ça veut dire que ici par exemple on aura la main qui sera à peu près de cette largeur là. Et donc vous voyez, si je viens prendre cette mesure, bon, même si on n'est pas exactement sur la même perspective entre la main et le visage, mais vous voyez déjà, même si la main doit être légèrement plus grande par exemple ici, vous voyez que la main que vous avez dessinée est vraiment énorme par rapport au reste du visage. Donc du coup, pour le coup, là, il va falloir descendre complètement la dimension de la main qui est ici. Sinon, sur le dessin même, ça fonctionne bien. On a des belles impressions de volume ici avec les ongles comme ça. On a une belle impression de volume. On comprend bien la position de la main. C'est juste que malheureusement, elle est un petit peu trop grosse. D'accord? Dernière petite chose maintenant, ce serait vraiment plus au niveau du traitement des ombres et des lumières. Donc là, bon, c'est un petit peu le piège que tout le monde fait au début en dessin. Je suis également passé par là. En fait, c'est qu'on a tendance à avoir des ombres qui sont beaucoup trop claires. Donc, ce qui fait que là, par exemple, si je mets ici une zone grise, comme ça, je mets juste une zone grise ici. Comme ceci pour vous montrer. Donc là, par exemple, vous avez la partie dans la lumière, vous avez la partie qui est légèrement ombrée, vous avez ensuite la partie qui est dans l'ombre, et ensuite vous avez la partie qui est complètement dans l'ombre, de ce côté-là, et ensuite vous avez les yeux. Vous voyez que ici, vous êtes sur une gamme de valeurs qui est vraiment très très petite, donc ce qui fait que on ressent pas bien les volumes, et on aurait aimé en fait que ce soit un petit peu plus foncé. Donc c'est ça un peu le piège quand on commence le dessin, c'est qu'on a tendance à tout faire avec un crayon très clair. Donc là par exemple, il va falloir aller sur un crayon par exemple au minimum 6B, voire un crayon 8B par exemple. Ce serait vraiment l'idéal. Par exemple pour les parties dans la lumière, on va utiliser un crayon HB, ou un crayon 2B. Et ensuite, plus on va aller dans les ombres, plus on va monter. Donc du coup, on va utiliser du 5B par exemple, 6B, etc. Et si vous allez sur du 6B, donc là, ce qui fait que votre rendu sera beaucoup plus sombre, et vous allez avoir des ombres comme ça qui vont être beaucoup plus marquées. Donc si par exemple ici, je vous montre un exemple, vous voyez, si je commence à dessiner ici avec des ombres un peu plus fortes, vous voyez que tout de suite, ça va me permettre de marquer davantage les ombres. Et qui dit marquer davantage les ombres, ça va dire également créer plus de volume et donner encore plus l'impression de rondeur aux choses que vous allez dessiner. C'est quelque chose que je répète assez souvent à mes élèves, c'est qu'il faut vraiment ne pas hésiter à ajouter du contraste. Voilà, plus on va ajouter du contraste, plus on aura des belles impressions de volume.
Donc voilà pour la version avant-après de ce dessin, et ensuite, donc, comme je le disais, le dessin de la main, il va falloir être un petit peu plus petit. Voilà, sinon dans l'ensemble c'est un petit peu les remarques que j'avais, donc c'est un peu les remarques que j'ai sur beaucoup de dessins, donc voilà, c'est normal, quand on débute on n'ose pas appuyer sur le crayon, on n'ose pas utiliser des crayons un peu plus épais, etc. Donc voilà, il faut vraiment y aller, créer du contraste pour augmenter les rendus, pour donner une belle impression de volume, et créer des ombres vraiment intéressantes, des lumières intéressantes, etc. D'accord ? Troisième et quatrième dessin de Mohamed, donc on aura ici une petite maison réalisée au crayon, et ensuite donc ici un rendu d'intérieur avec une perspective à un point de fuite. Ici donc première petite remarque, donc il va falloir faire attention au fait que la maison a tendance à pencher un petit peu, donc juste ces lignes là, hop, ici et ici. Sinon dans l'ensemble il y a pas mal de détails, donc c'est plutôt intéressant. Et ensuite donc du coup on se rend compte ici que on est plutôt sur une perspective à un point de fuite, on dirait, donc étant donné qu'on est vraiment en face de la maison, donc c'est plutôt le type de perspective qu'on aura tendance à utiliser. Donc première chose que je vais faire ici, c'est que je vais juste redresser un petit peu tout ça. Donc ici, hop, je vais redresser la maison comme ceci, et ici également, juste pour éviter que la maison tombe un peu trop. Et voilà. Donc, voilà, juste pour éviter que voilà, on ait toute la maison qui descend un petit peu. Première remarque que je peux faire par rapport à l'ancien dessin que j'ai corrigé, c'est simplement une question de valeur. Là encore, il faut vraiment ne pas hésiter à aller sur des valeurs un peu plus importantes au crayon. Donc par exemple ici, on peut prendre cette valeur comme valeur de base. Voilà. Et donc du coup, par exemple ici, pour les parties qui sont dans l'ombre à l'intérieur de la maison, les parties qu'on ne voit pas, voilà, peut-être ne pas hésiter comme ça à descendre. Donc à descendre ici au niveau des valeurs. Donc ici, descendre au niveau de l'intérieur de la maison, peut-être retravailler certains contours avec des valeurs un peu plus légères. Ici, ne pas hésiter, donc il n'y a pas de souci si on utilise une règle par exemple, juste pour bien retracer certains éléments, donc ça pose pas trop de problèmes. Hop, comme ceci, mais voilà, juste vraiment renforcer un petit peu les ombres, ça va permettre d'avoir un rendu un petit peu plus intéressant, et de capter davantage l'attention, comme ceci. D'accord ? Donc voilà, c'est un peu la première remarque que j'aurais à faire. Donc voilà, je vais pas faire toutes les fenêtres, mais dans l'idée, c'est vraiment juste pour montrer un peu cet exemple-là. Donc ce que je peux faire ici, par exemple, c'est ici. Vraiment juste pour avoir une petite hiérarchie des valeurs, et ensuite marquer certains éléments ici, comme ceci. Donc première chose ici, donc comme on est sur une perspective à un point de fuite, il faut essayer de construire les choses par rapport à ça. Donc par exemple ici, on peut se dire qu'on a une ligne de vision qui va être placée à peu près à la hauteur du vitrage qui est ici, donc sachant qu'il faut quand même faire attention étant donné que la maison est légèrement surélevée ici. Et donc dans le cadre d'une perspective à un point de fuite, donc ce qui va se passer, c'est qu'on aura donc un point de fuite central, plus ou moins, qu'on peut placer à peu près où on veut, hop, ici, et ensuite on aura donc des lignes de fuite qui vont aller comme ça dans toutes les directions, hop, comme ceci. Ouais, je lance juste quelques lignes succinctes, c'est vraiment juste pour me repérer, et voilà. Ensuite, au niveau de la construction des choses en eux-mêmes, donc par exemple, on peut partir sur la base de l'escalier, des murs qui sont ici. Pour créer un dessin un peu plus intéressant, il va falloir dessiner les choses un peu plus en détail et avec un peu plus de volume. Donc par exemple, on a l'escalier qui est ici.
pour que ça fonctionne bien, on va devoir créer en perspective à un point de fuite. Il faut l'imaginer ici comme une boîte, d'accord? Donc on va aller vers le point de fuite ici, on va aller vers le point de fuite de ce côté-là, et pareil de ce côté-là. Et en fait, pour bien réaliser ici l'escalier, il faut donner cette impression que l'escalier, hop, il s'avance vers le spectateur, d'accord? Et pour donner cette impression, donc du coup, on va utiliser ici la perspective à un point de fuite. Donc la même chose de l'autre côté, donc on imagine que la maison possède deux escaliers assez similaires, donc on a ici et ici. Donc sachant que si on a une certaine largeur ici, il faut faire attention à respecter la même largeur qui est de ce côté-là, d'accord? Voilà. Et voilà. Et du coup, donc, ce que j'essaye de vous dire ici dans l'idée, c'est que quand on va dessiner un escalier, par exemple, il va falloir imaginer comme une rampe. C'est-à-dire qu'on aura un cube ici, ou plutôt une boîte, pardon. Hop, comme ceci. On aura le haut de l'escalier qui va être la ligne qu'on a dessinée ici. Et ensuite, il faut imaginer comme une sorte de rampe, comme ça. Et ensuite, via cette rampe, on va dessiner des marches. Donc on aura par exemple la première marche. Ensuite, on va aller dans la direction bleue, par exemple ici. On va dessiner la deuxième marche, comme ceci. On va redescendre la marche ensuite, comme ceci. Et à chaque fois, vous voyez que je vais reprendre la direction bleue à chaque fois, vers le point de fuite. Et comme ça à chaque fois, d'accord? On va aller comme ceci jusque là, et pour l'instant ça ira. Donc la perspective n'est pas très juste, mais c'est pas grave, c'est vraiment juste pour à titre d'exemple ici, et on va terminer ici. Et voilà, d'accord? Donc vous voyez que en faisant ça, en construisant les choses en perspective à un point de fuite, voilà, vous voyez que du coup ça me permet ici de donner de la profondeur à l'escalier, et à chaque fois donc de venir créer du volume sur ce qu'on est en train de dessiner. Par rapport à la porte, ça va être la même chose, c'est-à-dire que ici, quand vous dessinez une porte, admettons qu'on ait une porte ici, la porte elle va pas être automatiquement collée comme ça, elle va être légèrement décalée, comme ça, et va être collée à l'intérieur. Donc du coup on aura une certaine profondeur ici. D'accord? Et cette épaisseur, du coup, si vous voulez dessiner et représenter les choses de manière un peu réaliste, il va falloir utiliser la profondeur ici, donc d'accord, on va toujours vers le point de fuite à chaque fois, comme ça, et je vais créer comme ça à chaque fois, ici, et ici, donc cette impression de profondeur, je vais utiliser à chaque fois la même couleur ici, vraiment pour vous montrer, et comme ça, et comme ça. Et voilà. D'accord? Et ensuite, vous voyez ici, et à chaque fois, on va toujours vers la même direction. Et ensuite, comme ça, et comme ça. Et si vous souhaitez donner une petite épaisseur ici, donc hop, vous avez dessiné un petit élément qui est dans la continuité de l'escalier ici. Hop, je vais utiliser la direction bleue pour que vous voyez un peu mieux, voilà. Et comme ça. Et ensuite une allée peut-être à l'avant. Là, hop, je vais utiliser la couleur bleue ici, ceci. Vous voyez, on va vers la direction, vers le point de fuite à chaque fois. Ici, et on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie, pour aller un peu plus vite. Et comme on est sur une perspective à deux points de fuite, donc vous voyez ici, c'est assez simple de respecter la construction. Donc voilà, ce que je vais vous montrer ici, c'est que justement, quand vous construisez les choses en perspective, vous allez obtenir du volume, vous allez obtenir de la profondeur. Et c'est cette profondeur qu'il va falloir gérer pour
récupérer un rendu qui va être intéressant, d'accord? De même pour le mur que vous avez dessiné ici, si le mur il est parallèle à la maison, donc ce qu'on va devoir faire, c'est à chaque fois utiliser donc la direction qui est en bleu ici, d'accord? On va descendre jusqu'au bas du mur ici, comme ceci, et comme ceci. Et ensuite ici, on va aller à chaque fois dans la direction bleue. Voilà, donc du coup si j'efface ici les éléments qui ne fonctionnent pas bien, donc on aura ici comme ça. Vous voyez, on va juste enlever ça. On va donner un peu d'épaisseur ici, ça c'est très bien. Et ici du coup, vous voyez, on va masquer ces éléments-là. Donc voilà. Et chaque chose que vous allez construire, notamment ici les lucarnes au niveau des fenêtres, ça va être la même chose. Ça veut dire que par exemple ici, au niveau des lucarnes, donc ces lucarnes vont aller dans la direction bleue, comme ceci, d'accord. Ensuite, on aura la position de la toiture qui est ici, hop, comme ceci. Et de même, les fenêtres qui seront positionnées en hauteur, ces fenêtres auront donc une certaine épaisseur. Donc cette épaisseur, on va la donner dans la direction vers le point de fuite ici, dans la direction bleue. Et comme ça, à chaque fois, hop, ça va nous permettre de construire les choses correctement. Donc voilà, donc c'est une approche si vous voulez créer un peu plus de volume. Donc je vous recommande comme ça d'essayer davantage de dessiner avec un point de fuite. Ça va vous permettre de donner un petit peu plus de volume, parce que là c'est vrai que par rapport à votre dessin, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça a tendance à être un peu plat. Et l'objectif de travailler de cette façon-là, c'est vraiment d'apporter une sorte de profondeur à votre dessin. Et vous voyez, en apportant un peu de profondeur, ça va vraiment donner un peu plus de vie et de volume à ce que vous êtes en train de dessiner. Et ensuite, par exemple, si vous souhaitez dessiner un buisson, ça va être la même chose. Ce buisson, il va falloir le dessiner en volume. Donc on peut simplifier ici par un parallélépipède tout simple, comme ça. Imaginez que le buisson va rentrer dans cette forme. Sous le buisson, on a des branches, comme ça. Et un petit peu plus en avant, ici par exemple, on a des fleurs qui vont se dessiner ici. Hop, comme ça, par exemple, on a des fleurs qui vont se dessiner, on a d'autres végétations qui vont se dessiner en avant. Et du coup, le fait de simplifier ici, si j'efface un petit peu, du coup, voilà, on sait où se positionnent les volumes donc de ce fameux buisson. D'accord ? Et le fait d'avoir un dessin croquis qu'on a construit au préalable, ça va permettre d'avoir un dessin un peu plus juste quand on va passer au dessin définitif. Alors il faut vraiment faire attention car tout se dessine en perspective et d'autant plus quand vous allez dessiner des bâtiments, les bâtiments vont toujours se dessiner à l'aide de la perspective. Que ce soit ici quand on regarde un élément de face, on va utiliser et privilégier une perspective à un point de fuite. Quand on va regarder quelque chose sur le côté, on va privilégier des perspectives à 2 points de fuite. Donc voilà, et ensuite vraiment en fonction de ce qu'on va faire, hop, on aura la perspective adaptée. Comme ça, si vous avez la porte qui est ouverte ici, voilà, on aura la perspective qui va se dessiner comme ça. Et comme ça. Donc, bien souvent, on aura une ombre qui va venir du ciel. Ça va être la même chose au niveau de la fenêtre qui est ici, d'accord? Donc on aura donc la fenêtre qui va ici, hop, on aura le contour de la fenêtre d'abord, comme ceci. On aura ensuite l'épaisseur du mur. Hop, comme ceci, l'épaisseur qui va se dessiner également ici. Et ensuite, une fois qu'on a dessiné l'épaisseur, donc on va ici donner la profondeur définitive. Et c'est sur cette profondeur qu'on va pouvoir placer la fenêtre. Hop, comme ceci. On a la fenêtre qui est au fond, ici.
Et l'épaisseur, ici on a donc hop, le bas de la fenêtre. Et voilà. Et comme à chaque fois, donc on a la lumière qui viendra de haut, donc du coup on va créer une ombre sur les parties qui sont en dessous et qu'on ne verra pas. D'accord? Donc vous voyez que c'est une façon de réfléchir un petit peu différente et ça va permettre d'apporter davantage de volume à ce que vous dessinez. Et peu importe ce que vous allez dessiner, vous pouvez toujours, dites-vous, vous allez toujours pouvoir tout simplifier par des boîtes. Donc par exemple ici, il y a un deuxième exemple avec le buisson qui est ici. On peut imaginer que, hop, ce buisson, on va le simplifier par une boîte et ensuite on va venir ajouter des détails pour représenter ce buisson. Mais du coup, ça me permet ici de créer du volume et de savoir où placer mes ombres en fonction de la position de la lumière. Voilà, donc vous voyez que tout de suite ça apporte un peu plus de volume aux éléments. Et ensuite, comme je vous le disais, donc bien faire attention aux valeurs, donc ne pas hésiter ici, par exemple, on sait qu'il y aura une ombre qui va se placer en arrière-plan par exemple, donc du coup il faut renforcer davantage les ombres. Ça va vous permettre de créer vraiment une belle impression de profondeur. Ici par exemple, on peut imaginer que le reste de la maison derrière, on a un autre buisson qui est ici et que ce buisson est assez foncé. Et du coup ça va créer un contraste avec le buisson qui est en avant-plan, qui lui est plus lumineux et qui du coup mettra davantage en valeur la maison. La même chose au niveau des buissons, on peut imaginer que, au niveau des arbres, pardon, on peut imaginer que les arbres qui sont en arrière-plan auront tendance à être plus sombres que le reste de la maison. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on peut se dire que voilà, on a un buisson qui est en arrière-plan, par exemple ici, et ce buisson, il va être, cet arbre, pardon, il va être beaucoup plus foncé. Et le fait de travailler toujours sur un élément foncé et un élément clair, ça va faire que votre maison ici aura tendance à ressortir encore plus. Voilà, et on peut imaginer ici par exemple, derrière le mur, on a des buissons, on a des arbres, on a différents éléments qui vont mettre en valeur le contour de la maison. Hop. Et ici, toujours avec la perspective, pour la lucarne, ça va être la même chose. Donc ici, on va aller dans la direction du point de fuite, comme ceci. On va marquer la toiture ici, comme ceci, d'accord, vous voyez cette fameuse direction, comme ça. On va marquer hop, la toiture ici. On n'oublie pas de donner de l'épaisseur, donc dans la même direction ici. On n'oublie pas de donner de l'épaisseur ici. On aura une ombre qui va se dessiner en dessous quand la lumière arrive d'en haut, ici, et on aura donc la fenêtre qui va se dessiner au fond. Et l'appui de fenêtre ici, en avant. Comme ceci. Ici, comme on est au milieu par rapport au point de fuite, on ne verra pas, comme ici, ce qui se passe en arrière, d'accord? Cependant, ce qu'on va voir, c'est toujours ce qui se passe en dessous ici. Donc on va utiliser la direction bleue ici, donc vers le point de fuite, comme ceci. Et on verra ce qui se passe en dessous. Et voilà. Et toujours, on aura l'ombre qui va se dessiner en dessous.
d'accord? Et on aura peut-être des arbres qui vont se dessiner également de l'autre côté. On peut imaginer que ça va être la même chose, qu'on a de très très grands arbres, on aura des troncs, des branches, et ensuite donc le feuillage qui va créer un beau contraste avec le reste de la maison. Donc là encore, il faut utiliser un crayon assez gras, donc un 6B, 7B, voire même 8B. Il ne faut pas hésiter à monter. Et le but ici, c'est vraiment de créer un contraste avec le reste de la maison pour pouvoir mettre la maison en avant. Voilà, je vais juste effacer mes lignes de fuite, juste pour que le dessin soit un peu plus clair. Mais sinon, dans l'idée, voilà, je pense que vous avez à peu près compris le principe. Voilà. Ici, pareil, hop, donc une cheminée, on va aller vers le point de fuite à chaque fois, d'accord? Il faut bien faire attention, donner du volume. Et voilà. D'accord? Donc, hop, on va juste regarder avant-après pour vous montrer. Je fasse juste ça d'abord. Juste histoire d'avoir une meilleure vue pour le dessin final. Et voilà. Donc vous voyez que par rapport au dessin d'avant et d'après, donc là on ne sait pas bien exactement où se situe la perspective, comment s'organisent les volumes, etc. Et juste en plaçant donc un point de fuite ici central, on va pouvoir construire le dessin de l'escalier qu'on avait ici, d'accord? Voilà, on n'hésite pas ici à rajouter quelques ombres juste pour hop, montrer le volume ici. Mais voilà, juste pour vous dire que en ajoutant un point de fuite, on va pouvoir créer une meilleure impression de profondeur. Et c'est cette impression de profondeur qui va vous permettre d'aller un peu plus loin dans votre dessin. Donc même si par exemple on a peut-être des soucis d'échelle au niveau des portes, des fenêtres, etc. Donc là c'est pas vraiment le plus important, mais la première chose je pense à modifier, c'est vraiment cet aspect au niveau des points de fuite. La deuxième chose ensuite c'est d'augmenter les contrastes. Comme je le dis à chaque fois, à chaque correction vidéo, c'est quelque chose, faut vraiment ne pas hésiter à augmenter les contrastes, et c'est ça qui va apporter un plus au dessin. Donc des ombres plus fortes et des lumières plus fortes également. Ça va donner de la rondeur, du volume, etc. etc. D'accord? Donc dernier dessin maintenant, Mohamed. Donc du coup, ici, vous avez utilisé une perspective à un point de fuite, qui est cette fois-ci très bien marqué. Ce qui fait qu'on a des très beaux rendus de volume. Donc ici, ça fonctionne beaucoup mieux que le dessin précédent. Donc voilà, donc ici, voilà, on pourrait même aller un peu plus loin en rajoutant quelques ombres, mais voilà, c'est pas forcément l'idée de la correction. Ce que je pourrais vous dire ici, en revanche, ce serait peut-être plus de travailler sur les petits objets. C'est-à-dire que au niveau de la pièce en elle-même, vous avez un beau rendu 3D. Par exemple, la table, elle est bien réalisée, le tapis, on comprend bien, le personnage, on comprend bien également. Donc même s'il y a des petites subtilités ou des petits soucis de placement au niveau des jambes, des bras, enfin surtout des jambes plutôt, mais voilà, ça fonctionne quand même pas mal. Mais par contre, quand on va regarder d'autres petits objets comme ici, cet objet qu'on voit sur la table, quand on va regarder cet objet ici ou cet objet ici,
malheureusement, ils vont porter un petit peu défaut à la belle perspective que vous avez réalisée. Donc, hop, on va essayer de voir un petit peu comment améliorer tout ça. Donc, je vais juste ici passer un calque blanc au-dessus, juste pour que je puisse dessiner par-dessus et vous montrer le résultat. Donc du coup, ce que j'entends par dessin des objets, c'est vraiment par rapport à la volumétrie. Donc, vous avez utilisé une perspective à 2 points de fuite, donc je vais finir ici, à 1 point de fuite, pardon, et du coup, donc par exemple cet objet, on voit qu'il est posé d'une manière un peu bizarre et il a l'air un peu écrasé. Ça va être la même chose ici. Donc on a par exemple la table qui est ici, qui a un très beau rendu. Si on place la table sur le sol, on voit qu'elle a une belle forme rectangulaire ici, hop, que je peux simplifier comme ça. Et ensuite vous avez monté et donné de l'épaisseur à cette table, et du coup vous avez réalisé ici donc cette épaisseur. Hop, et celle-ci, vous avez ajouté quelques détails, donc notamment ici et ici, d'accord? Donc ça fonctionne plutôt bien. Par contre, quand on va dessiner des objets comme des paniers, des vases ou des objets comme ça, ce qu'on va devoir faire, c'est un petit peu la même démarche, c'est-à-dire qu'on va devoir d'abord placer ici l'objet dans un carré, d'accord, en perspective. Ça, je pense que vous savez le dessiner. Et ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser les diagonales ici pour venir dessiner une ellipse. Et c'est cette ellipse, donc du coup, on imagine que ce panier est arrondi, et que du coup, c'est cet arrondi qui va vous donner la forme définitive de votre panier. D'accord? Donc, par exemple, ici, donc on a le volume au sol, on va donner à ce volume de l'épaisseur. Donc on peut imaginer que le panier va être à peu près à cette hauteur-là. D'accord? On va réaliser donc une boîte ici. Et ici, comme ceci. D'accord? Et ensuite, donc on va devoir dessiner correctement ce panier au sol. Comme ceci. Voilà. On va devoir monter la hauteur du panier ou de l'ustensile de cuisine, donc je ne sais pas bien exactement ce que c'est, mais du coup voilà. Et ensuite on aura un deuxième cercle qui va représenter hop, le haut de l'élément. D'accord? Pour ce deuxième cercle, si on a du mal à le dessiner, on va pouvoir faire exactement la même chose, c'est-à-dire tracer les diagonales ou diviser le carré en 4 parties, pardon, hop, comme ceci, et on va venir dessiner une ellipse, hop, et placer cette ellipse au-dessus. Et une fois que on a ces éléments de repère, d'accord, on va pouvoir ici dessiner la forme définitive. Alors pourquoi travailler comme ça? Parce que le problème c'est que si vous ne faites pas ça, et que vous ne gérez pas très bien les ellipses ou quoi que ce soit, donc vous allez avoir des formes un peu bizarres. Donc c'est-à-dire que, dites-vous que quand vous allez dessiner quelque chose d'arrondi, vous allez toujours traiter avec des ellipses. Donc ça va toujours être en fonction des ellipses. Et ces ellipses vont dépendre de la perspective d'un carré. D'accord? Comme ceci et comme ceci. Et du coup, si on compare par exemple cette ellipse ici, je vais le mettre à côté pour que vous voyez un peu mieux, si on compare cette ellipse avec la forme de l'élément que vous avez dessiné ici, vous voyez ici, rien que cette forme, on voit très bien que du coup on est loin d'être sur une ellipse. Donc si je poursuis la forme de l'autre côté, vous voyez ici, on n'aura pas une ellipse parfaite. Donc du coup, il va falloir travailler justement sur ces ellipses. Et pour vous aider, il va falloir ne pas hésiter à utiliser des boîtes, tout simplement, dans laquelle vous allez venir travailler hop, sur le dessin de vos ellipses. Et c'est en travaillant sur le rendu hop, de ces ellipses et de ces petits éléments-là que vous allez apporter un petit peu plus de réalisme à votre dessin. Pareil, par exemple, quand on va regarder un couteau, on aura généralement un manche. Donc ici, ce manche aura une certaine épaisseur.
Ce manche, on peut l'imaginer un peu comme une sorte d'ellipse également. On peut, hop, pour dessiner ce manche, par rapport à la perspective, on imagine ici qu'on a, donc je le dessine avec une taille exagérée, mais c'est vraiment pour vous montrer un peu le principe, d'accord? Donc ici, hop, comme ceci, vous allez dessiner donc une ellipse ici, une ellipse ici, et ensuite vous allez rejoindre ces deux éléments-là. Et c'est ça qui va vous donner donc la vraie forme définitive de l'élément que vous êtes en train de dessiner. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc on va devoir dessiner une ellipse ici, donner la forme dont on a besoin, dessiner une ellipse ici. Hop. Et voilà. Et on aura donc la forme définitive de ce qu'on est en train de dessiner. Donc quand il s'agit, comme je disais, des choses un peu rectangulaires ou carrées ici, donc par exemple ici on a une base qui est carrée, donc ça va être un peu plus simple, mais quand on va aller sur des choses arrondies, ben, du coup on ne pourra pas échapper à la mise en place d'ellipses. Et du coup pour ce faire, il va falloir donc travailler justement sur ces ellipses en perspective, et la meilleure façon de le faire, c'est toujours de partir d'une base carrée, comme ceci, hop, et de venir travailler avec des ellipses ici. Et ensuite de donner de l'épaisseur. Comme ceci, d'accord? Voilà, et c'est vraiment ça qui va compter sur les objets, donc les petits objets que vous allez dessiner. Et ça va être la même chose par exemple ici. Donc ici par exemple, vous allez devoir traiter en termes d'ellipse. On aura une autre ellipse, et ensuite une plus petite. Donc du coup on aura l'ellipse du haut qui nous va nous donner la forme de la partie haute. Ensuite on aura la forme de la partie basse, et ensuite on aura la forme de l'anse ici, comme ça, qu'on peut segmenter en d'autres petites ellipses, toujours à placer en perspective. D'accord? Il faut comprendre ces volumétries, il faut comprendre ces éléments-là. Donc par exemple, ça va être la même chose ici. Hop, comme ceci. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous recommande d'essayer de faire. Peut-être de créer une pièce vide et essayer de placer le maximum d'objets qui vont être un peu courbes. Ça va vous aider, même avec des échelles un peu différentes. Donc par exemple, on peut se dire ici, je vais prendre un carré de cette taille par exemple. Voilà, dans ce carré, je vais mettre donc, le centre du carré ici, et je veux dessiner un objet qui va être courbe. Du coup, je vais dessiner cet objet. Je vais diviser en 4. Je vais dessiner, hop, un beau cercle, donc une belle ellipse ici qui représente donc un cercle en perspective. Et ensuite, je peux imaginer que j'ai un énorme vase. Je vais dessiner ici un deuxième carré en perspective. Et enfin, je vais créer donc un objet comme ça, avec des ellipses. Donc peu importe les objets, mais le principe ici, c'est de pouvoir s'entraîner à dessiner des ellipses un peu dans toutes les positions, pour justement être à l'aise avec ça. Donc, par exemple, l'arbre qui est ici, ça va être des ellipses également. On peut simplifier toujours avec un carré, comme ceci, et ensuite on va utiliser des ellipses en perspective, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu plus la chose qu'il faudrait améliorer un peu. Ensuite, bien faire attention également à cette dimension-là. Donc là, on a l'impression que le rideau est plus petit en bas et plus large en haut. Donc ici, par exemple, si vous voulez répéter cette distance ici, pour la taille du rideau et de la fenêtre, donc du coup, vous allez devoir prendre cette distance ici et respecter de l'autre côté. Donc, hop, comment vous allez devoir prendre cette distance, hop, comme ça, et respecter cette distance de l'autre côté ici. Donc pour ce faire, vous pouvez par exemple vous baser sur la fenêtre ici, récupérer cette distance qui est ici, et hop, aller de l'autre côté ici
pour récupérer la distance. Vous voyez que du coup, si je dessine le rideau qui est ici, hop, je vais aller plutôt sur cette dimension qui est là. D'accord? Donc voilà, sinon c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce dessin. Donc ici c'est plutôt pas mal, donc c'est une perspective à un point de fuite, ça reste un petit peu rigide par rapport à une perspective à 2 points de fuite par exemple, mais bon, c'est pas très grave, l'important c'est de continuer à s'entraîner. Donc voilà, je pense que la prochaine étape ce serait justement de s'entraîner avec les ellipses et d'essayer d'être le plus à l'aise possible avec ces ellipses justement. Ça va vous aider dans la création de plein de petites choses par la suite, plein de petits objets, ça va vous aider sur plein de choses comme par exemple pour le dessin de personnages, etc. Donc les ellipses sont un peu partout, donc que ce soit les boîtes, donc les cubes et les ellipses, ce sont vraiment deux éléments extrêmement importants à maîtriser pour aller plus loin dans le dessin en perspective. Donc voilà les artistes, c'est la fin de cette vidéo. Merci encore à Mohamed et à Lynn d'avoir joué le jeu pour les corrections d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez vous aussi participer aux corrections vidéo, donc même s'il commence à y avoir pas mal de monde, donc vous pouvez aussi m'envoyer vos dessins à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Je remercie encore une fois ceux qui font des dons pour me soutenir et soutenir donc, mon travail. Je les remercie énormément. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto et à la prochaine également pour la prochaine vidéo de correction. C'était Greg, je vous dis bon dessin et surtout à bientôt.